ce que disent les experts. Je ne dis pas du tout que ça correspond à la réalité. D'ailleurs, en fait, on ne sait pas. Je vais évoquer un peu plus loin pourquoi on ne sait pas où on va. C'est en gros, si la probabilité du scénario mauvais serait de l'ordre de 20% aujourd'hui. La probabilité de la reprise en U serait de l'ordre de 40%. La probabilité d'une croissance bloquée, peut-être pour longtemps, serait de 30%. Quant à la chute catastrophique, pour faire quelque chose qui tienne à peu près la route, j'ai mis 10% par rapport aux autres, mais certains le voient plus autour de 5%. Peut-être 10% c'est un peu élevé comme pourcentage aujourd'hui, mais ce n'est pas exprès. Donc voilà quelques scénarios de crise. Je répète, aujourd'hui, on ne sait pas très bien dans quelles conditions on en sort. Alors, avant d'aborder les réponses des gouvernements, je voudrais revenir sur le fait que, quand même, si vous voulez, même si on veut reconstruire une planète sur de nouvelles valeurs, il faut quand même essayer de faire en sorte que la transition ne soit pas épouvantable. Même si on peut aspirer à long terme sur une reconstruction autour d'une planète verte, etc. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, d'abord, c'est qu'on essaie de consolider le système bancaire. Et là, la difficulté, c'est qu'on est confronté à un très gros problème d'opacité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui, quels sont les... on n'arrive pas à connaître quelle est la valeur des banques. Parce qu'on ne sait pas précisément quels sont les prêts, les crédits qu'elles ont accordés, qui sont remboursables ou pas. Et comme il y a eu un processus, si vous voulez, d'exclusion des prêts, des bilans des banques, par ce qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire qui consiste à mettre dans des titres, dans des véhicules financiers qu'on va repasser à d'autres sur un marché financier, les prêts qu'on a accordés, et qui éventuellement ne sont pas remboursables. On ne sait pas aujourd'hui dans quelle proportion, si vous voulez, les banques qui se sont passées le mistigris ont des crédits toxiques dans leur bilan, puisqu'ils ont été, en quelque sorte, cachés dans des véhicules financiers et bancaires complexes. C'est comme si, vous voulez, on est parti avec les subprimes américains d'un paquet, d'un sac de patates pourries. Et c'est comme si on avait mis une centaine de patates dans 100 sacs différents qui, eux, étaient à peu près sains et qui ont pourri les autres, les sacs dans lesquels on les a mis. C'est un peu, si vous voulez, une image simpliste, qui a d'ailleurs, je crois, été proposée par Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, mais qui vous explique qu'ensuite, tout le monde s'est retrouvé à acheter des sacs de patates, mais qui, dedans, contenaient une certaine capacité de toxicité et de pourriture. Et aujourd'hui, précisément, on ne sait plus aujourd'hui comment évaluer ce qu'il y a dans les banques, dans les actifs des banques en particulier. Et tout ça est venu du processus dit de titrisation qui consiste à inscrire dans des véhicules financiers qu'on va se repasser, comme des titres, des crédits que l'on a accordés à d'autres. Et aujourd'hui, quelles que soient les démarches qu'on a, y compris la nationalisation des banques, on se heurte à cette difficulté. Quand on veut créer, par exemple, ce qu'on appelle des bad banks, pour remettre les actifs toxiques dans une espèce de pot, si vous voulez, qu'on traitera à part, néanmoins, on ne sait pas comment repêcher ces actifs toxiques. Alors, c'est pour ça que la nationalisation du système bancaire a quand même un avantage, c'est qu'elle réduit les risques de panique, puisqu'on se dit que de toute façon, l'État est derrière, je pourrai toujours ressortir mon argent des banques. En revanche, elle ne permet pas de résoudre ce problème de liquidation des actifs toxiques. Alors, ce que font aujourd'hui les États, c'est d'injecter de manière massive dans l'économie de l'argent pour de la relance, effectivement, sous forme d'investissement des infrastructures, etc. Ça, aussi pour assurer, si vous voulez, des garanties dans les prises de crédit, ça a néanmoins un avantage, c'est que, me semble-t-il, c'est une hypothèse, c'est qu'en fait, ça rajoute de liquidité dans l'économie qui est un peu plus sûre, comme si la toxicité allait pouvoir être diluée dans une masse liquide plus grande. Et ça va prendre un certain temps. Et cette toxicité diluée va pouvoir être, si vous voulez, réutilisée, va créer des conditions d'emprunt
et de crédit à nouveau dans le système économique qui vont progressivement le relancer et l'assainir. Voilà un peu comment on peut interpréter aujourd'hui la démarche d'investissement massif des États dans les économies dans les différents pays du monde. Alors, il y a bien sûr des institutions et des pays en faillite auxquels il faut venir rapidement porter secours. On connaît l'Islande, bien sûr, la Hongrie, vous avez entendu parler. L'Angleterre pose des problèmes. Alors, il y a bien sûr la relance par la consommation et les investissements dans les infrastructures, en particulier des infrastructures vertes. Il y a quelques pays qui ont des audaces, par exemple, qui investissent massivement dans la recherche-développement. Le cas exemplaire, c'est la Finlande, qui déjà s'était tirée de la crise qu'elle avait connue au début des années 90, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, en investissant massivement dans la recherche-développement et en prenant des risques considérables de restructuration des entreprises, ce qui a permis notamment à Nokia d'émerger, qui en fait était en grande difficulté au début des années 90, mais par des restructurations extrêmement courageuses, en se focalisant sur la téléphonie mobile, alors qu'ils produisaient toutes sortes de choses, des pneus, des câbles électriques, du papier toilette, etc. Ils se sont focalisés sur la téléphonie mobile, ils sont devenus le premier producteur mondial, comme vous le savez. La Finlande fait ce genre de démarche aujourd'hui en se posant des questions. Quel type de restructuration nous devons engager? Quel type de reformation des hommes nous devons développer? Et surtout, poussons la recherche-développement parce que nous nous inscrivons à ce moment-là dans le long terme. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui aujourd'hui prennent ces risques. Alors, au total, si vous voulez, on a l'impression, comme le disait tout à l'heure Michel, c'est toujours les mêmes thérapeutiques qu'on emploie. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, plus ça change, plus c'est la même chose. Oui et non. Il y a quand même, si vous voulez, des investissements dans les infrastructures vertes qui sont faits, qui ne sont pas négligeables. Il y a aussi des questions qui se posent sur les conditions d'évaluation des actifs financiers, les conditions de régulation de la finance mondiale. Donc on est quand même dans un scénario où il y a une certaine évolution. Ce n'est pas la révolution, mais il y a une certaine évolution. Alors, comment les différents pays aujourd'hui résistent aux crises et, pour employer un terme à la mode, quelle résilience manifeste-t-il? Alors, c'est assez difficile. Prenons, en fait, si vous voulez, en gros, dans le monde, il y a trois grands groupes de pays. Il y a l'Occident, avec sa culture particulière, qui comprend les États-Unis, l'Amérique, l'Europe et la Russie. Il y a le bloc asiatique, avec une différence importante à faire entre l'Asie de l'Est et puis l'Inde. Et puis, il y a les pays en développement, du Sud complètement, si je puis dire, qui eux constituent un troisième bloc. Alors, là, au niveau de l'Occident, les États-Unis posent question. Parce que manifestement, c'est un système qui a été complètement excessif, qui a été absolument, je dirais, sans vergogne à accumuler des déficits commerciaux, déficits financiers, en grande partie parce que le dollar constituait la monnaie dominante au niveau mondial. Et donc on pouvait en fait créer des dollars pour financer les déficits commerciaux et financiers de l'État. La question qui se pose avec les États-Unis, c'est que comme c'est un pays qui a été construit sur l'entrepreneuriat, qui a des coûts fixes de toute nature beaucoup plus faibles que l'Europe, il y a une capacité de rebondissement plus importante. En particulier aussi parce que les gens ont appris au niveau des groupes, des individus, à finalement réagir beaucoup plus par eux-mêmes. Alors, la question est de savoir si comment va se faire cette réaction. Il est vrai que quelqu'un comme Obama, qui aujourd'hui représente de nouvelles valeurs, parle d'une ère de responsabilité. Il est vrai que ça change, je dirais, par ce qu'on a connu les années précédentes. Le problème, c'est de savoir si la crise, avec tous ces effets de dislocation sociale que l'on commence à entrevoir,
ne va pas entraîner les États-Unis alors dans un véritable chaos. Ce n'est pas exclu. On voit aujourd'hui une montée des armes, des achats d'armes assez impressionnantes aux États-Unis. Donc là, la question se pose de savoir si ça va résister ou pas. Mais a priori, les facultés de rebondissement sont plus grandes qu'en Europe. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, notamment, des rachats de dollars qui ne sont pas simplement dus au fait que les conditions dans lesquelles ces dollars sont émis et proposés au marché mondial par le gouvernement américain. Alors, en Europe, ça dépendra beaucoup des pays. Indiscutablement, les pays d'Europe du Nord, j'évoquais tout à l'heure la Finlande, ont une grosse capacité de résilience. Ça, il n'y a aucun doute à se faire. Et ils sont capables collectivement de s'organiser, y compris pour sauver leurs banques, comme ils l'ont montré dans les années 90, début des années 90, en Suède, en Norvège, en Finlande. Je pense que là, il n'y a pas de difficulté, et probablement ça va être le point fixe. Là, ils ont par ailleurs, au-delà du sens du collectif, ils ont un très grand sens de la nature, beaucoup plus que nous, par exemple. Je pense que l'Allemagne aussi devrait pouvoir, grâce à ses capacités de consensus, de coopération interne, avec aussi une économie extrêmement diversifiée et un tissu de PME puissant, arriver à amortir assez bien la crise. L'Angleterre me paraît être capable de serrer les dents très fort, même si la tempête va être très violente, un peu parce qu'elle est construite, comme le modèle américain, sur une forme d'individualisme. En revanche, je suis très très pessimiste sur les pays latins. Les pays latins me paraissent aujourd'hui, compte tenu de la dépendance vis-à-vis de l'État, compte tenu du manque de ressort d'une grande partie du tissu économique, avec des PME qui sont beaucoup plus faibles, par exemple, des pays de la République du Nord, compte tenu d'un corporatisme qui est quand même très fort, très puissant, parce que finalement, est-ce que les comportements en France ont changé beaucoup depuis l'arrivée de la crise? Moi, je ne crois pas. Je vois au contraire des raidissements, y compris dans les milieux qui soi-disant intellectuels et universitaires, qui sont censés représenter, je dirais, la pensée à long terme de la nation. Je crains que ces blocages débouchent sur des situations qui sont à la limite de la guerre civile, pour dire la vérité. Alors maintenant, si on prend la Russie, je pense que la Russie a des grosses capacités d'adaptation, quelle que soit la douleur, la souffrance qui risque d'endurer la population, parce qu'il y a des processus de redistribution. Même quand il y a des oligarques qui tiennent le pouvoir, il y a des mécanismes communautaires qui en Russie fonctionnent et permettent de redistribuer le peu de ressources qu'il peut y avoir. Donc je pense que probablement les difficultés sont plus grandes, mais je pense qu'au total, ça passera encore une fois, même si ça sera très chaotique. En Asie, le Japon me paraît capable de descendre encore plus bas dans ses capacités de décroissance. La Chine est un gros problème, parce que c'est comme si on était sur un vélo, si vous voulez, et qu'il faut pédaler pour ne pas tomber. Alors si la croissance tombe à 0% au moins, déjà quand elle passe de 10 à 6%, on est très inquiet parce que ça touche 200 millions de travailleurs migrants qui tendaient à travailler sur la côte Est et qui sont obligés de se rabattre dans les campagnes au centre du pays. Les pouvoirs publics injectent massivement dans l'économie de l'argent pour développer des infrastructures, mais également, très astucieusement, ils s'efforcent de mettre en place un système de sécurité sociale qui n'existait pas pour favoriser une consommation et limiter l'épargne individuelle. Donc ça peut contribuer à une forme de relance de la machine. Maintenant, la Chine a montré à travers l'histoire qu'elle tient par des pouvoirs forts, et lorsque ces pouvoirs forts ne peuvent plus en fait quadriller la nation, à ce moment-là se développent des manifestations sporadiques capillaires, dire à travers le pays, qui parfois débouchent sur des révolutions. On ne peut pas exclure ce scénario-là aujourd'hui. L'Inde, me semble-t-il, a des grandes capacités de résilience. D'abord aujourd'hui, c'est un des rares pays qui continue à croître à peu près au rythme auquel il se trouvait il y a un an ou deux.
D'autre part, il y a quand même une faculté, une capacité d'acceptation du réel, y compris dans les élites et les plus pauvres, qui fait que, à mon sens, il y a des résiliences morales qui sont plus fortes que dans la plupart des pays et qui devraient permettre, je pense, à l'homme de traverser avec moins de casse la crise qui se profile, qui a déjà commencé. Bon, en Afrique, on s'attend à une forte poussée de la mortalité, en particulier les jeunes enfants, une montée de la pauvreté, alors que depuis 10-15 ans, l'Afrique sortait d'un état d'extrême pauvreté, avec des taux de croissance assez impressionnants, largement soufflés par des investissements extérieurs, et notamment de la Chine. Là, ça risque de s'arrêter. D'autre part, il est très probable qu'il va y avoir, du fait de la constitution, du fonctionnement de la gouvernance dans ces États, une montée de la violence. Et puis, il y a un certain nombre de réformes que quand même l'Afrique entreprenait, qui étaient inspirées par certaines valeurs, certains principes que avait essayé d'inculquer l'Occident, qui n'étaient pas complètement absurdes pour ce qui était de la gouvernance des économies, de la gouvernance financière, ou même de la gouvernance politique. Et là, quand on voit l'Occident qui finalement montre un modèle qui a fait faillite, il y a beaucoup de gens en Afrique qui disent « mais qu'est-ce que vous nous avez raconté? Vous n'êtes même pas capable, vous, d'avoir adopté les mesures que vous préconisez pour nous. » Ce qui, à la fois dans les élites et dans la masse des populations, aujourd'hui, pousse à remettre en cause des réformes qui avaient quand même été utiles depuis une quinzaine d'années. En Moyen-Orient, Afrique du Nord, on se trouve là avec des problèmes gigantesques qui ne sont pas prêts de se résoudre, et encore moins avec la crise mondiale, qui sont essentiellement une jeunesse qui n'a pas d'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, sur les 10 ans à venir, pour éviter un accroissement du chômage des jeunes, il faudrait créer au moins 50 000 emplois. Ce qui est totalement hors d'atteinte, et plus encore que dans les années à venir. Quand en Amérique latine, il faudrait faire une analyse pays par pays, on voit des comportements de résilience plutôt au niveau local, dans certaines parties du Brésil, par exemple, dans certaines parties de l'Argentine aussi. Donc probablement, là, ça sera problématique, mais il y a des capacités locales de résilience. Voilà pour un rapide tour d'horizon du monde. Je dois dire que c'est un peu rapide, mais je pense que c'est utile. Je voudrais avancer sur 2-3 points. Ces questions de résilience aux crises, dans 5 minutes, ça va? Non? 3 minutes, alors je vais en terminer rapidement. Ces problèmes de résilience aux crises viennent essentiellement du fait d'une perte d'autonomie des populations. D'où les risques de dislocation sociale et de guerre civile. Il est probable que vont se mettre en place des formes de monnaie locale, y compris sous forme de troc. Il y a une redécouverte des valeurs de solidarité et de fidélité, parfois de manière un peu étonnante. Par exemple, en arrivant ce matin, je suis dans ma voiture et j'écoutais France Info. Et je ne sais pas s'il y a une chronique qui est tenue par 2 jeunes femmes, souvent très actives, un peu acides. Et elle racontait qu'il y a ce qu'on appelle la recessionista, qui est une combinaison du mot récession et fashionista, qui est née des États-Unis et qui consiste à dire, voilà, un certain nombre de jeunes femmes se disent, pour aujourd'hui montrer bien qu'on s'adapte à la crise, on est en train d'abord de se mettre sur une mode qui est beaucoup plus sobre, d'autre part on fait du troc à travers les blogs, on devient des blogs troqueuses, etc. Et on développe aussi entre nous des échanges, on ne passe plus par les circuits commerciaux habituels, comme on faisait par exemple avec le Tupperware dans le passé, mais là aujourd'hui c'est pour nos vêtements, etc. etc. Alors, évidemment, tout ça marche, cette récessionnista a du sens, mais sans doute plus aujourd'hui pour les riches, ceux qui en ont les moyens, que pour les pauvres. Et la dernière question qui me paraît clé, développement de l'entreprise, excusez-moi, de nouveaux indicateurs, je crois que c'est très important parce que les indicateurs, c'est ce qui permet de se dire dans quelle réalité je suis. C'est pour ça que je rejoins Thierry Gaudin sur ce point, dans quelle réalité je suis. Et
si vous êtes capable aujourd'hui d'inventer de nouveaux indicateurs pour faire l'évaluation du bilan des entreprises et des banques, notamment en étant moins fondé sur la valeur boursière, puisque si vous prenez la valeur boursière, à chaque fois que la bourse baisse, vous êtes conduit à baisser encore plus, parce que vous allez vendre compte tenu du fait que vos valeurs sont de plus en plus faibles, vous êtes dans un cercle vicieux. Puisque si vous inventez de nouvelles démarches pour évaluer la qualité des banques, les actifs des entreprises, vous allez percevoir la réalité autrement. De même, si vous inventez des indicateurs dans lesquels vous intégrez à la fois la qualité écologique, la qualité sociale et pas simplement la croissance économique, comme on s'efforce aujourd'hui de le faire, et la commission Stiglitz installée en France par le président de la République, quand même un pas intéressant dans ce domaine, vous allez voir la réalité autrement et vous guider sur d'autres principes que ceux qui sont simplement celui du PIB. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis prêt je voudrais simplement terminer sur cette slide, qui est la dernière. J'aurais pu faire des applications en France sur la région méditerranéenne, dans le monde, c'était les autres slides, mais je vous en ferai grâce, vous pourrez réfléchir ça en atelier. Mais je voudrais dire simplement, si vous voulez, les conditions d'un développement humain durable, puisque j'ai dit au départ que le développement que nous avons connu n'était ni humain ni durable. Donc ce n'est pas la peine de continuer, mais dans quelles conditions on va entrer dans cette transition? Alors il faut accepter un principe qui est l'innovation, qui est vraiment la dynamique du vivant que nous connaissons, qui permet de sortir des crises, et puis il faut de l'éthique. Il faut pas, pour ne pas retomber dans les crises. L'éthique, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas moral. Ça n'a rien à voir avec la morale. C'est que on se dit c'est nécessaire pour notre survie. Dans des bandes de gangs, en mafia, il y a de l'éthique. Il y a de l'éthique. Les gens se respectent d'une certaine manière, il y a des codes d'honneur, etc. Ça n'a rien à voir avec la morale. Mais pour la survie du groupe, c'est nécessaire. Je crois que c'est le type d'éthique auquel il faut penser. Ça ne sert à rien de moraliser. Il faut se poser la question quel genre de code on va inventer collectivement pour survivre. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre en compte les spécificités culturelles et mentales des peuples. Là, j'ai rapidement évoqué à travers les grandes civilisations ce que ça pouvait vouloir dire, mais c'est très important. Et en France, juste pour revenir sur ce point, il y a quelques valeurs fondamentales en France, comme par exemple l'honneur. Donc on parle tout le temps, il y a un remarquable bouquin de Gary Barnes qui s'appelle La logique de l'honneur sur la culture française. Si vous ne prenez pas en compte l'honneur dans tout ce que vous faites, dans les négociations, dans la manière de vous respecter l'autre, dans la manière de vous engager des négociations collectives, que ce soit sur l'université, l'hôpital ou autre, vous êtes sûr d'aller dans le mur. Et précisément, ce n'est pas généralement ce que font les gouvernements. Et c'est très important parce que ça fonde les processus de négociation. Il faut penser aussi en termes de réseau, et tout à l'heure on l'a évoqué, et de personnalités qui sont à l'interface des réseaux, qui font le changement. Et parfois c'est une personnalité de leader. L'histoire d'Obama est là pour le montrer. Il faut créer de vrais espaces de négociation, savoir qu'il faut savoir donner, il faut savoir apporter sur la table suffisamment, il faut savoir trouver des compromis, ça ne vient pas tout seul, et il faut savoir accepter de faire des pilotes avant de monter à des réformes globales. Les Chinois dans ce domaine nous ont montré l'exemple, ils ont développé l'ensemble de leur économie depuis 30-40 ans sur la base de pilotes, ils ont ensuite, par expérimentation, démontré l'utilité ou pas, et généralisé. Alors, je le répète, j'aurai quelques slides pour montrer ce qui est envisageable, que ce soit dans le développement urbain, la réforme de l'hôpital en France, le développement de la région arabe, ou même les grandes négociations mondiales, mais je m'arrêterai là, et je voudrais vous remercier.